Là où ils n'ont pas de micro. Pardon, on procède comme ça. Nouvelle audition dans le cadre des états généraux d'information. Je ne présente peut-être pas les états généraux d'information. Je pense que le niveau de connaissance de l'ambassadeur numérique Henri Verdier est suffisant. Merci beaucoup Henri pour ta présence ce soir. Les états généraux, c'est pas comme dans les studios de télévision. On ne se sent pas obligé de faire semblant de se louvoyer. Moi, j'ai remarqué que ça n'était pas le cas. Oui, mais tu as aussi. Pardon, j'ai pas fait. J'ai cru que tu. Vous voyez Benoît Québec. Avec des enjeux internationaux, évidemment, pour les états généraux d'information sous plusieurs angles. Un, le fait qu'une partie des réponses sont internationales ou doivent être internationales. L'intermédiation, la mondialisation de l'espace informationnel est en soi un sujet, c'est même l'objet d'un groupe de travail entier, le groupe numéro 4 sur souveraineté et ingérence étrangère. Bref, beaucoup de sujets qui tombent dans le champ du ministère des Affaires étrangères et on est ravis d'entendre Henri Verdier qui est entrepreneur, intellectuel, en même temps qu'ambassadeur sur ces questions-là. Donc, d'abord pour un propos préliminaire, et puis ensuite on aura une série de questions. Et merci aux membres des groupes de travail, Aurore, Laurent, qui sont à distance et qui poseront évidemment leurs questions ou interviendront aussi. Merci beaucoup de me recevoir. C'est un plaisir. Pardon, j'ai oublié de dire, on est faire la présentation de cette de la table. Maxence Sanjoie, Berthelot, rapporteur général. Apéro, mange, copier. Bon, merci beaucoup de me recevoir. On va essayer d'être efficace parce que je pense qu'on se connaît bien, qu'on partage quand même globalement les points de vue et que j'ai pas besoin de faire un cours d'histoire des réseaux sociaux. Donc moi, j'ai envie de partager avec vous 4 ou 5 idées et puis après, on entre dans le débat. Mais tu as raison de rappeler que les diplomaties mondiales sont un peu saisies par ces questions parce qu'elles sont transfrontalières, parce qu'elles jouxtent à la fois le rapport de force et la conflictualité croissante du monde qu'on connaît, traversée par un cyberespace qui est lui-même l'objet d'enjeux de domination et de contrôle, parce qu'on a beaucoup d'enceintes multilatérales et qu'elles s'emparent du sujet, peut-être trop d'ailleurs, et parce que peut-être aussi les gouvernements ne savent pas trop quoi faire et donc ils demandent à d'autres gouvernements. C'est bien. Moi, je rencontre quand même beaucoup de ministres un peu désemparés qui veulent en faire une priorité, de ceci, de cela. Donc, que ce soit sous une entrée régulation des plateformes, une entrée gouvernance d'Internet, une entrée protection contre la désinformation, une entrée régulation, si ça existe, de la misinformation. Et puis, bien sûr, avec les questions sur l'IA, vu par le petit bout de la lorgnette, comment on saura s'il y a des deepfakes, vu par un grand bout de la lorgnette, est-ce que ce sera un commun permettant à tout le monde d'innover ou est-ce qu'il y aura des monopoles et des biais? Ça fait énormément de conversations internationales, multilatérales, bilatérales. Et parfois, d'ailleurs, des choses que tu connais bien, Christophe, avec Reporters sans frontières, avec le partenaire d'information et démocratie, avec le forum d'information et démocratie, mais aussi à l'OCDE, à l'UNESCO, à l'ONU, partout. Donc, on verra si vous avez des questions précises. Je ne suis pas sûr que ça soit utile d'énumérer tout ce qui se fait. Moi, je voulais partager avec vous quelques convictions, un peu personnelles, parce que forgé, tu l'as rappelé, je suis entrepreneur dans le numérique depuis 1995, je suis dans l'État depuis 2013, je suis ambassadeur depuis 2018. Donc, je sais plus ce que on m'a dit de dire, ce qui sont les positions officielles, ce que je crois, ce que j'ai appris ici ou là. Donc, mes convictions personnelles. Un, il y a un trouble, il y a un trouble tangible. C'est pas seulement des vieux barbons qui disent c'était mieux avant. Il y a plusieurs signes objectifs, d'ailleurs, que ce soit des études sur la santé mentale des jeunes utilisateurs de TikTok, que ce soit des préoccupations réelles de nos services de sécurité sur la vitesse de radicalisation de la jeunesse, des terroristes, par exemple. Je suis pas certain qu'on se radicalise à cause de Facebook ou TikTok ou que sais-je, mais il est documenté que maintenant, on peut se radicaliser en quelques mois, dans un monde où avant, il fallait en fait une adolescence entière pour devenir terroriste. Et que ce soit le fait que 40% des Américains croient encore que Trump a gagné les élections, enfin, il y a quand même des signes objectifs que quelque chose ne tourne pas encore. Ma première conviction, c'est qu'il faut l'analyser. Je l'ai écrit, tu sais, c'est le troisième bouquin
dans mon livre qui s'appelle Le business de la haine, Internet, la démocratie et les réseaux sociaux, avec Jean-Louis Sica, qui est un grand sociologue des médias. Je pense qu'il faut analyser le système des médias et pas où les réseaux sociaux, où il y a. Au fond, il y a une quarantaine d'années, il y avait une sorte de vague équilibre. Il y avait quelques chaînes de télé mainstream. C'est pas par hasard et c'est pas parce que les fréquences seraient rares et chères. C'est une décision politique. Après les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale, les gouvernements occidentaux s'étaient entendus pour avoir un gros truc mou mainstream au milieu de la société civile. Et il y avait de la presse indépendante qui pouvait s'appuyer tranquillement sur trois types de ressources, les petites annonces, la publicité et la vente. Et même s'il y avait une presse radicale aussi, on savait où était le mainstream, on savait où était le milieu. Parce qu'on allait au kiosque et on voyait quand même les autres journaux. Et donc, si on voulait acheter la voix du peuple, on savait qu'on achetait un truc à un extrême du spectre. Si on regarde le paysage aujourd'hui, ça s'est fissuré bien avant les réseaux sociaux. D'abord, la télé s'est démultipliée dans les chaînes câblées, la TNT, tout ça, ce qui veut dire que quand on est trois à concourir, on se bat pour contrôler le centre et on a une tendance à converger vers le mainstream. Quand on est 30, il devient possible d'avoir une stratégie de conquête d'une part de marché et de se radicaliser, comme on le voit aujourd'hui avec CNews ou d'autres. Ensuite, les médias, ils ont perdu d'abord les petites annonces. C'est à cause d'Internet, c'est pas à cause des réseaux sociaux. Ils ont perdu au profit de Craigslist, du Bon Coin, ça a perdu un tiers de leur revenu. Ils se sont fait prendre le contrôle et ils ont perdu de la marge sur le marché publicitaire. Ça, c'est Google et les autres. Et puis, il y a eu Facebook qui a radicalisé tout ça. Et ils dépendent beaucoup plus qu'avant de leur lectorat. Et quand on dépend de son lectorat, ben, on essaie de lui faire plaisir. Et on lui court après. Et on voit que des institutions incroyables comme le New York Times sont devenues en fait de la presse d'opinion. Et ils courent après un petit lectorat et le flattent et divergent d'une recherche d'intégrité, d'objectivité, de neutralité. Et puis, bien sûr, il y a tout ce que tout le monde nous a dit aujourd'hui. Maintenant, en plus, ben, ce système des médias, il est quand même dominé par les réseaux sociaux et par leur logique, qui n'est pas une logique d'information, qui est une logique de segmentation des gens pour les enfermer dans les amis, les contenus et les publicités qui vont les rendre les plus dépendants possibles et qui n'est pas conscientisé extrêmement, puisque c'est au travers des algorithmes qui ont juste. Enfin, moi, je me rappelle même, je ne sais pas si vous en souvenez, il fut un temps où on nous a promis comme une belle promesse qu'on ne recevrait que des publicités qui nous intéressent. Et ça y est, ça sera fini de lire des trucs en milieu. Maintenant, on va te parler à toi. Si tu aimes le ski, tu auras les choses au ski. C'était il n'y a pas si longtemps, en fait. Il y a moins d'exemples. Et donc, je pense que c'est important de se rappeler que la question, c'est l'équilibre d'un système médiatique global, parce que si on dit juste que c'est la faute des réseaux sociaux, ben, on n'a qu'à les fermer. Enfin, et puis, on a souvent parlé de Christophe, les gens sont fous dingues depuis longtemps. La presse française, pendant la Révolution française, quand Hébert accusait Marie-Antoinette de coucher avec le dauphin, ça n'était pas mieux que les réseaux sociaux aujourd'hui. La presse française, pendant l'affaire Dreyfus, ça n'était pas joli. Le problème, c'est qu'en revanche, on n'était pas enfermé dans un monde où on voyait que ça et on pouvait trouver 10 millions de followers en 2 heures. Il n'y avait pas de propagation virale et il n'y avait pas cette espèce de frénésie-là. C'est ma première remarque. La deuxième remarque, c'est que je pense qu'on est un peu en panne de concept. J'en parlais hier avec Hélène Donahue, qui est la représentante spéciale du State Department sur ces sujets. Et on a accepté de diriger ensemble un groupe de travail à l'OCDE sur ces questions aussi. Et on disait, mais par exemple, est-ce que les médias sociaux, les réseaux sociaux, c'est des entreprises qui ont tous les droits d'une entreprise? Est-ce que c'est des entreprises de médias qui ont à la fois des responsabilités et des sécurités différentes? Est-ce qu'on doit reconnaître qu'ils ont pris le contrôle de ce qui est de facto l'espace public et leur allouer des responsabilités parce qu'ils dessinent en fait l'espace public dans lequel nous vivons? Est-ce qu'on doit dire que c'est des acteurs structurants, des gatekeepers, des classes académiques qui de ce fait ils ont un rôle concept? Est-ce qu'on doit analyser ces questions-là? Je pense qu'on est un peu en panne de concepts à la fois juridiques, sociologiques et opérationnels, et j'espère que vous en trouverez quelques-uns parce qu'il faudrait s'entendre sur le cadre de la lutte.
Ce qu'on a tous compris maintenant, ça c'est l'erreur du passé. En l'an 2000, on adopte la directive e-commerce et ça semblait plutôt une bonne idée. On a dit les acteurs des industries d'hébergement ne sont pas responsables des contenus, doivent juste coopérer avec les autorités légitimes pour retirer les contenus délictueux. Et c'était, moi j'ai salué ça en l'an 2000. Donc chez nous, c'est devenu la loi pour la confiance dans l'économie numérique en 2004. On disait, c'est pas monsieur, enfin, il n'existait pas encore, mais on pressentait que c'était pas monsieur Zuckerberg de faire la police du contenu et qu'il n'était pas éditeur, qu'il y avait une différence entre un média, un éditeur et puis une plateforme d'hébergement de blog. L'erreur qu'on a faite, c'est qu'on n'a pas vu venir le moment où ils allaient profondément éditorialiser les contenus par des algorithmes contre l'opération. C'est un changement qui est datable en fait. Hein. Google invente la publicité personnalisée en 2009 et Facebook en braille en 2012-13. Donc on voit le moment où c'est pivote et là on a raté le truc. Et donc comme on est tous traumatisés par cette erreur-là, on accélère, on veut réguler l'IA avant même de savoir qu'est-ce qu'il faut réguler dans l'IA, on veut trancher les problèmes. C'est une bonne nouvelle qu'on ne va pas refaire les mêmes erreurs. Mais... Donc je pense qu'on est un peu en manque de concept et à l'époque par exemple, on a cru que le monde se divisait entre éditeurs de contenu et machinerie d'hébergement. On n'a pas vu qu'il y avait un truc entre les deux. Et ces nouvelles banques sont des choses. Le troisième point que je vais partager avec vous, c'est donc effectivement la question des ingérences existe. Elle est massive, elle est d'une sophistication extrême. Elle reprend au fond 40 ans d'histoire des psyops, des manipulations, de la propagande. C'est extrêmement sophistiqué. Ça peut être très massif. Là, on m'a raconté à Taïwan une opération de déstabilisation. C'est d'abord des bots appuyés sur l'IA qui vont parler dans les chatrooms sur TikTok et autres à des dizaines, des centaines de milliers de gens en leur murmurant des rumeurs, des fagots. Ensuite, c'est une attaque frontale par un diplomate chinois qui accuse le gouvernement de Taïwan de ceci et cela. Et alors là, les gens se retournent vers le site du ministère pour voir ce qui se passe. Et là, il y a une attaque en début de service et il y a un rate en 3 jours, comme ça accélère. Donc on peut avoir des opérations d'ampleur, on peut avoir des opérations souterraines, donc plus froides, mais de long terme. Et il faut le reconnaître, c'est en fait dans le quotidien des relations internationales. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est bien sûr que l'IA va bouleverser tout ça. Et que je pense qu'il y a des sujets pour vous, parce que quand même aujourd'hui, la plupart des endroits où je vais, les gens disent, oh là là, ça va être horrible, on ne saura plus discerner les deepfakes. Bizarrement, moi, ça ne m'empêche pas de dormir, parce que je pense que d'abord, c'est peut-être une chance pour les médias traditionnels, c'est-à-dire que finalement, on ne peut plus se fier à rien, ni à ses yeux, ni à ses oreilles. On se fiera à quelqu'un qu'on connaît, et ça peut leur donner une place à des marques qu'on fréquente depuis longtemps, et donc à des titres, dont on sait comment ils résonnent, dont on sait qu'ils ont déjà été courageux dans le passé, qu'ils ne sont pas sectaires. Et en fait, je pense que de facto, on fonctionne un peu comme ça déjà aujourd'hui. Mais ce qui est plus préoccupant, c'est que l'IA, ça va bouleverser l'économie de l'information, en fait, par sa stratégie qu'on va se mettre en œuvre de captation de tout, de non-compréhension le moins du monde du droit d'auteur, de non-respect délibéré du droit d'auteur. J'ai appris la semaine dernière, par exemple, et j'ai vérifié, si vous demandez à ChatGPT qui a inventé l'aviation, il va vous dire que c'est les frères Wright. Les Américains pensent que c'est les frères Wright. Si vous demandez à Mistral, il va dire que c'est l'ingénieur français qui a déposé le premier brevet en prenant le mot aviation. Parce qu'ils n'ont pas été éduqués par les mêmes ressources, ils ont deux réponses différentes. Ça va bouleverser le droit d'auteur, ça va bouleverser. Pour l'instant, on est en train d'accepter comme un new standard qu'on ne sait pas trop comment elle a calculé cette réponse et on n'y peut pas grand-chose. C'est extrêmement préoccupant. Moi, je pense de plus en plus qu'en fait, les modèles d'IA devraient avoir les mêmes responsabilités que les médias. Que s'ils disent n'importe quoi sur moi, je devrais pouvoir lui faire dans la justice. Moi, ça va, ils disent que je suis le président de l'Association internationale des startups. Et comme j'ai été président, que j'ai fait des startups et que je fais de l'international, c'est cohérent. Mais elle n'existe pas, cette association. Mais il y a des gens qui seront accusés de je ne sais pas quoi, des serial killers, des pédophiles, et l'IA va vous dire sereinement est-ce qu'on peut vraiment laisser proliférer
Voilà quelques points que je voulais partager avec vous pour lancer la discussion. Et puisque tu as quand même dit que sans doute les réponses sont internationales, c'est sans doute vrai, mais c'est pas forcément rassurant non plus. Parce que moi, je vois, quand je voyage beaucoup, d'abord, finalement, pas tant de gouvernements que ça qui sont férocement attachés à l'état de droit, à la séparation du pouvoir, à l'opposabilité de la décision publique, le fait que la régulation doit être transparente et contestable. Enfin, on voit pas beaucoup, en fait, c'est pas une majorité à nous. Et puis, on en voit aussi beaucoup qui n'ont pas encore vraiment beaucoup réfléchi à tout ça et qui sont capables de refaire de reproposer des choses que nous, on a analysées, auxquelles on a renoncé, des décisions un peu radicales. On va bannir ceci, on va bannir cela, on va faire un comité de censure, on va labelliser l'information vraie et celle qui est fausse. Enfin, le niveau du débat international sur ce sujet, il est quand même plus que rudimentaire, quoi. Donc, sans doute qu'il faudra trouver des cadres, mais ce n'est pas forcément le même. Il faut que la démocratie s'arme pour trouver des réponses et convaincre. Ils ne le font pas, il y aura des mauvaises réponses. Voilà quelques idées que je vais partager avec vous. Non, mais merci beaucoup. Une remarque qui est aussi une question. C'est intéressant que tu dises qu'il y a un besoin de concept dans la mission qui nous a été confiée. Il y a le fait de faire des propositions concrètes, qui peuvent être des propositions de politique publique concrètes. Mais il y a aussi une demande claire de poser des doctrines, de poser de la doctrine. Donc ça, je pense que ça revient à ça. De la doctrine, il y en a sur le champ classique des médias. Pluralisme, l'indépendance. Alors après, on peut discuter des conditions de mise en œuvre de la doctrine, et c'est un des sujets dont on est saisi. Mais c'est vrai que sur les nouveaux champs, par définition, ces doctrines, elles ont été moins posées. Alors, même si dans les discussions européennes, la notion de plateforme structurante, de gatekeepers a émergé, a fini par être portée, mais précisément, en dehors des champs classiques du système des médias, quels peuvent être quelques concepts très forts devraient guider une vision sur l'espace informationnel, d'un espace informationnel démocratique, que ce soit pour l'IA dans sa production d'informations, pour les réseaux sociaux dans la distribution d'informations. Voilà. Est-ce qu'il y a quelques concepts forts qui sont en train de se dégager, qui sont des points de doctrine dont on pourrait se saisir ou qu'on pourrait développer? Je ne suis pas sûr, mais il y en a des qui fassent consensus, mais si on reprend les sujets dont j'ai parlé d'abord, on voit qu'il faut quand même construire des systèmes de responsabilité. J'ai dit par exemple, est-ce qu'on peut vraiment laisser en sérénité des IA à dire des choses horribles sur des gens? Parce qu'ils vont dire, ah non, mais moi je ne réponds pas de ce que j'ai écrit, c'est la machine, je ne sais pas pourquoi elle a dit ça, c'était juste pour jouer. Enfin, c'est un exemple, mais il y en a peut-être d'autres. Donc la responsabilité des plateformes, parce qu'elles sont plus qu'un média, à la fois moins qu'un média parce qu'il n'y a pas des signatures, mais elles sont plus parce que c'est le lieu où se passe la vie quotidienne de milliards de gens. Et donc elles dessinent quelque chose qui ressemble à l'espace public. La responsabilité de l'État peut-être de redécouper autrement. Je parlais avec mes amis indiens l'autre jour, qui ont fait tellement de belles choses avec ce qu'ils appellent les digital public infrastructures. Les Indiens, ils ont considéré que l'identité, le paiement, etc., ça devait être des services publics. Et ça ne pouvait pas être laissé ni à l'État, ni à M. Elon Musk. Et je disais, alors les réseaux sociaux, ça doit aussi être des digital public infrastructures. Ils m'ont dit non, mais les algorithmes de curation, oui. On devrait dégrouper et on ne devrait pas laisser le monopole de l'algorithme de curation à la boîte qui sert un seul business model. On devrait laisser le choix à l'utilisateur. Il y a un certain nombre de sujets comme ça. Et puis, j'ai quand même l'impression que, en gros, l'IA, ça va faire quoi? Ça va capter tout ce qu'elle peut. Et quand j'écoute les dernières recherches que prépare l'État, ils vont sortir du champ du langage aussi. Ils vont prendre l'image, ils vont prendre la vidéo, et après, ils vont prendre des capteurs, des senseurs, des données météo, et elle va vous le recracher d'une certaine manière. Donc, ça va privatiser le domaine public, ça va privatiser des choses qui étaient privées, mais qui n'avaient pas le droit de consulter, mais qui sont aspirées en passant.
Ça va nous les resservir. Il est temps de se demander la nature de leur production. Vous savez que c'est pas assujetti au copyright, qu'on ne peut pas toujours leur imposer le copyright parce que c'est des machines, c'est pas des humains. Il va peut-être falloir repenser le copyright, vraiment. Et du coup, il va peut-être falloir se demander aussi ce que sont les données. C'est quoi une donnée, en fait? J'ai vu une décision horrible d'une Cour suprême d'un État américain. Je crois que c'est l'Oregon, mais je ne suis pas sûr à 100%. Il y a des hauts dans le titre, c'est peut-être le Colorado. Donc, accrochez-vous. La Cour suprême de cet État-là a interdit au gouvernement de cet État-là d'interdire aux réseaux sociaux de recueillir des données sur les mineurs de moins de 13 ans, au nom du First Amendment. Ce qu'ils ont dit, une donnée, c'est comme une expression. On a le droit de partager ces données, c'est la liberté d'expression. Et donc, personne n'a le droit d'interdire à un gamin de 13 ans de s'exprimer librement en filant ces données à TikTok. Donc, oui, tout ça. Et même, avons-nous un titre de propriété collective sur des IA? Au fond, ChatGPT, il nous recrache juste la somme de tout ce qu'on a écrit, pensé, fait, 100 ans. Donc, est-ce qu'on n'a pas un mot à en dire? Nous, libres humains, libres citoyens de démocratie, est-ce qu'on n'a pas le droit de dire je refuse que mes données servent à éduquer quelque chose qui sert à ce business model-là ou à cette application-là? La privacy aussi, ça va être compliqué à la repenser, parce que je saurais presque tout sur toi, Christophe, avec un modèle prédictif, il y aura très peu de données venant de toi. J'extrairais de gens qui te ressemblent un certain nombre de critères et je dirais probablement il est comme ça, à 90%. Et donc, tu ne pourras plus protéger ta privacy seulement en protégeant tes données personnelles. Et donc, on a aussi une sorte de solidarité, c'est-à-dire quand je file des données personnelles, en fait, j'embarque mes proches. Je dis quelque chose sur les autres aussi. Donc, tout ça, je trouve que c'est encore un peu. On raisonne avec les défis précédents, en fait. Je le vois beaucoup dans le numérique. Je fais une analogie, mais dans une autre partie de mon métier, le sanitaire, commence à se préoccuper de non-prolifération. Il y a 50 ans de pensée de la non-prolifération qui part de l'idée que l'armée est très très forte et qu'il faut empêcher que ça descende vers la société civile. Et aujourd'hui, dans l'IA, c'est le contraire. Les boîtes de jeux vidéo et machin sont plus fortes que l'armée. Et la non-prolifération, c'est pas d'empêcher que ça descende du militaire au civil. Et donc, on raisonne avec des concepts qui sont plus adaptés, quoi. Mais je suis désolé, j'ai pas les réponses. C'est juste des exemples pour donner une. Je peux rebondir sur l'idée du dégroupage. Non, pardon, il ne faut pas faire. Dégroupage des algorithmes. C'est une idée que je trouve très séduisante, en fait, mais j'ai besoin de précision sur son degré d'application pratique possible. Est-ce que ça veut dire qu'on pourrait envisager une régulation qui consisterait à imposer aux réseaux sociaux de proposer à leurs utilisateurs des algorithmes que ces utilisateurs pourraient choisir dans une bibliothèque d'algorithmes. Alors, par exemple, je sais que la BBC fait ça, propose sa propre algorithmie passée sur certains réseaux sociaux. Alors, est-ce que c'est possible? Enfin, on peut imaginer qu'une régulation impose ça, point. Après, ça pose la question du modèle économique quand même de ce dégroupage. Qui paye pourquoi? C'est quand même un service qu'on rend aux consommateurs. Donc, comment il est monétisé, sachant que les réseaux sociaux jusqu'à présent monétisent leurs consommateurs par la publicité. Donc là, est-ce qu'il y aurait un équivalent? Est-ce que finalement les algorithmes proposés par la BBC, par exemple, pourraient eux-mêmes monétiser sous forme de revenus publicitaires le service qu'ils rendent? Deuxièmement, quand on a essayé d'imposer des choix de cette nature dans un environnement largement tout ce que les consommateurs apprécient, c'est que tout soit fluide. En gros, je pense par exemple à quand la Commission européenne a voulu imposer à Microsoft de présenter sur sa page d'accueil le choix entre plusieurs types de media players, le sien et d'autres. En fait, personne n'a envie de se poser la question à chaque fois qu'il ouvre Microsoft. Et donc, c'est devenu totalement inutilisable et obsolète. Je dirais bien la même chose du RGPD, où on a vraiment la flemme d'aller regarder ce qu'on pourrait choisir comme cookie, pas cookie, etc. Bon, bref. Donc,
la paresse du consommateur rend cette solution peut-être pas très réaliste. On a des exemples qui ont réussi le découpage, parce que par exemple, il y a 15 ans de mémoire où, je ne sais plus, Microsoft avait lié Explorer à Windows. Et ça, on a brisé les reins. Et, alors, c'est le profit d'un autre monopole qui a gagné, mais en tout cas, on a cassé le monopole artificiel de Explorer. Il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. D'abord, est-ce que c'est techniquement faisable? Je pense que oui. La proposition, cette idée, la première fois qu'elle a été formulée, c'est par Jack Dorsey lui-même, qui avait annoncé qu'il comptait le faire pour Twitter. Il voulait faire une nappe d'algorithmes de curation, enfin un App Store d'algorithmes de curation. On voit maintenant apparaître des offres de navigation sans publicité. Et au passage, peut-être ça peut vous amuser, d'après moi, vient de dessiner une base taxable. Parce que Facebook vient de reconnaître qu'il considère que c'est 13 € par mois et par utilisateur. Donc, même quand c'est gratuit, on devrait être taxé sur la base de 13 € par mois et par utilisateur. Donc techniquement, c'est faisable. Ensuite, vous avez raison, il y a deux problèmes. D'abord, sur le RGPD, on voit bien qu'ils ont délibérément développé des dark patterns. Donc effectivement, toutes les fenêtres pop-up qui s'ouvrent, mais c'est fait pour piéger nos textes. Donc on pourrait aussi réagir en revenant sur le texte et en disant désormais, vous avez droit qu'à un écran intermédiaire, rien de plus. Enfin, par exemple, on a réussi, en d'autres temps, à obliger le mail à mettre un lien de désinscription. Ça, c'est respecté. Mais c'est là qu'il ne faut pas être paresseux. Il faut avoir une pression constante, il faut regarder les contre-feux qu'ils allument. Et enfin, moi, je pense que l'Europe a prouvé désormais qu'elle était capable, elle a la taille critique, elle représente la part de marché suffisante pour imposer ses vues, au moins pour le marché européen. Elle peut trouver des alliés. On voit que le RGPD, il a fait école. On a un accord d'adéquation avec le Japon, avec le Mexique. L'Inde, vient de passer une loi qui la rapproche quand même grandement. C'est pas tout à fait pareil, loin de là, mais c'est un pas dans notre direction. Donc, je pense que ni techniquement, ni politiquement infaisable. Mais il faut la volonté politique. L'Europe en a souvent, et puis il faut suivre dans le détail la mise en œuvre. Mais non, ça ne me semble pas impossible. Non, mais c'est une super bonne idée, je crois. Et on va avoir vraiment des problèmes dingues. Il y avait un petit article de Kevin Limonier, qui est chercheur géode, qui parle très bien russe. Il a étudié l'IA de Yandex, ChatGPT russe. Il ne répond à aucune question sur l'Ukraine. C'est une IA qui ne sait pas que l'Ukraine existe, qui ne connaît même pas les proverbes qui parlent d'Odessa ou Kiev, qui ne sait pas répondre à la question de quand date l'indépendance de l'Ukraine. Donc, si on laisse un monde, et on est quand même sur un monde oligopolistique, hein, avec 7-8 acteurs, point, avec, on le voit, des PDG quand même narcissiques, et parfois sociopathes, et parfois addicts aux drogues, c'est pas possible. On ne peut pas laisser 6 milliards d'humains vivre dans des marottes de 6 personnes. Quoi. Et en plus, d'une manière qui n'est pas opposable, et on ne comprend même pas pourquoi l'algorithme a sélectionné ça. Je ne savais pas l'expliquer, même eux ne savent pas l'expliquer. Moi, en fait, je pense qu'on n'y arrivera. Enfin, on peut pas vite. Mais pas en plus qu'on a mentionné le cadre pour la presse, il était clair. Mais c'est 10 ans pour élaborer la grande loi sur la presse de 1881, et après des tas de réflexions. Napoléon III, il voulait interdire l'anonymat, le pseudonymat dans la presse. On avait testé des idées, on était revenu en arrière, on avait débattu. Ça s'est pas fait comme ça, et c'était pourtant un peu plus simple, parce qu'on pouvait réguler dans cette frontière nationale. Vous êtes pardon. Non, peut-être je voulais proposer aux membres des groupes de travail qui sont à l'extérieur, à Laurent, à Aurore, Laurent, si vous avez des questions à poser ou des interventions à faire, on en serait ravis. Écoute, moi je suis arrivé il y a une demi-heure parce qu'on a fini une audition du groupe et le temps de revenir, j'étais sur place, donc j'ai pas suivi toute la discussion, donc je sais pas trop si je serai pertinent dans mes questions. Toi de voir. En tout cas, merci. Et c'est bon signe qu'il y ait des auditions parallèles, ce qui prouve que les groupes de travail travaillent ardemment. Et Laurent Fritsch, en 2 mots, si vous avez
Bon, dans l'attente. Moi, tout à l'heure, tu citais des exemples indiens, et c'est vrai, par exemple, il n'y avait pas une idée qui avait des choses aussi intéressantes en Inde. Où est-ce qu'il faut aller chercher pour trouver quel pays, alors, sur les questions de financement du journalisme, il y a des exemples australiens, canadiens, maintenant, sur les grands sujets, est-ce qu'il y a des initiatives nationales qu'on devrait absolument aller regarder? Franchement, j'en ai pas vu. Et il n'y a personne, enfin, je dois savoir aussi qui dit chez moi tout va bien, l'information est neutre, de qualité, les gens sont éduqués. Non, mais vu de Bruxelles, on a l'impression qu'il n'y a que l'Europe qui s'en est saisie, alors que le Brésil, par exemple, est en train d'adopter sa propre loi. Dans un genre radicalement différent, la Côte d'Ivoire l'a fait. Alors, c'est plus facile de savoir Oui, mais en travaille, général, de savoir quel est le contenu exact et ils veulent tous quelques outils pour bannir la vraie campagne étrangère de désinformation, avec des outils qui ont des sécurités démocratiques plus ou moins fortes. Et parfois, il y a quelque chose que moi je trouve un peu détestable, c'est au fond le groupe dominant dit mais comment peut-on être aussi bête pour être complotiste? Il faut leur interdire l'accès à la parole publique, ce qui n'est pas la bonne réponse. Donc moi, non, j'ai beaucoup de bonnes idées que j'ai vues, je les ai vues en Europe. J'ai vu aussi que tu as dû voir, la commissaire Jourova voulait interdire la publicité politique personnalisée. Ça, c'est génial. Une autre préoccupation que j'ai aujourd'hui, une campagne politique, ça devient, alors plus aux États-Unis parce qu'ils ont beaucoup plus d'argent que nous dans les campagnes, dans la vie publique. On segmente l'opinion. Alors Trump, il va jusqu'à 50 000 micro-communautés. Et on envoie des messages différents à chacun. Et moi, ça me préoccupe aussi parce que je me dis, mais où est le moment où la nation décide ensemble son destin collectif? Si chacun répond dans son couloir sur des stimulus, en fait, c'est des trucs, c'est des triggers, c'est même pas une réflexion. Et au moment où on assume qu'il va y avoir une controverse et qu'on assumera la réponse collective à la controverse et qu'on acceptera, même si on perd. Ça, c'est des questions qui sont plus posées en Europe. Alors, en revanche, si tu me poses la question de, je ne sais pas ce qu'il faut regarder comme exemple. Et ce qui est clair, c'est que le dialogue entre l'Europe et les États-Unis, il faut le renforcer. Personnellement, je pense qu'ils sont arrivés à des extrémités sur les First Amendment dingues. Et on peut même dire où est-ce que le bas blesse. Enfin, j'ai mentionné cette Cour suprême qui dit qu'une donnée, c'est de la liberté d'expression et que les boîtes ont le droit de les recueillir, c'est quand même bizarre. Le fait qu'ils aient reconnu les protections de la Constitution aux entreprises, aux personnes morales, donc ils disent que le First Amendment, ça protège aussi la liberté d'expression d'une boîte. C'est bizarre. Ce que j'ai vu comme autre truc un peu fou, oui, maintenant, les républicains attaquent devant la Cour suprême le fait que l'État puisse signaler des contenus délictueux aux boîtes, parce qu'ils disent, compris que le First Amendment n'interdit pas aux boîtes d'avoir des CGU, il interdit au gouvernement de censurer. Et donc ils disent que quand on signale les contenus délictueux, ça viole le First Amendment, c'est devant la Cour suprême. Et il faut vraiment que l'Europe arrive à nourrir un dialogue fécond et pacifié et respectueux, mais avec les Américains, qui reviennent à une autre époque. Enfin, tu sais, on a déjà parlé, puis je le mentionne dans mon livre, mais longtemps, les Américains, ils ont été protégés par la Fairness Doctrine. Il y avait le devoir à tout média de présenter tous les aspects d'une controverse. C'était pas une minute pour les pros, une minute pour les anti, c'était toutes les idées sont dites. Quand on dit certains disques, certains disques, certains disques. Et en 63 ou en 68, je ne sais plus, un média a porté ça devant la Cour suprême au nom du First Amendment. Et la Cour suprême a répondu, le First Amendment, ça protège la liberté d'expression, mais ça protège la liberté d'expression pour protéger la démocratie. Et en démocratie, le droit du citoyen à accéder à une information de qualité est supérieur au droit de tout un chacun de dire tout ce qui lui passe par la tête. Ça, c'était des décisions fortes, quoi. Et quand je dis qu'on manque de concepts, c'est de ça qu'on manque, c'est de se rappeler que, par exemple, ok, c'est pas aucun ministre ne sait ce qui est vrai et ce qui est faux, et c'est pas simple que ce soit l'État qui dise ça, c'est débile. Mais il ne faut pas sombrer dans un relativisme absolu, il y a quand même des processus. Pardon
J'ai l'impression de répéter tout le temps la même chose, mais moi, il y a une chose qui m'a beaucoup touché. Christophe, il m'a déjà entendu le dire. Il y a 30 ans ou 20 ans, je ne sais plus, j'avais lu le livre de Calon Latour, qui s'appelle La science telle qu'elle se fait. Je ne sais pas si certains connaissent ce livre. Donc, ils ont fait une anthropologie de la recherche scientifique. Et ils ont montré deux choses. Ils ont montré que les chercheurs, ils ne sont pas plus éthiques, ils ne sont pas plus moraux que les autres. Et ils se font des coups tordus. Et par exemple, Pasteur, pour imposer ses vues, il allait pleurer chez l'empereur que ses adversaires étaient empreints d'idéalisme allemand et étaient des suppôts du Kaiser, qu'il fallait leur interdire l'accès à l'Académie des sciences. Louis Pasteur. Donc, c'est des controverses très violentes et parfois sous la ceinture, mais les règles du jeu du champ scientifique qui font qu'on doit publier des modalités d'expérience et permettre à nos concurrents de refaire l'expérience et de dire j'ai pas trouvé la même chose, donnent un avantage au long terme sur ceux qui ont les faits avec eux. Donc on peut quand même espérer, sur la longue durée, l'approximation de la vérité l'emporte. Pardon, Non, pas du tout. Et non, mais oui, il faut faire quelque chose comme ça pour le monde des médias. Donner un avantage compétitif à ceux qui ont fait du bon travail, lequel est écrit dans la norme européenne que vous avez écrite. C'est un truc où on est plusieurs, on débat collégialement, on cite ses sources, on a plusieurs sources, on est indépendant financièrement, on est protégé par un statut, on est responsabilisé par un statut. Je ne dis pas qu'il faut interdire aux autres de parler, mais il faut trouver un moyen de donner un avantage comparatif aux gens qui travaillent selon les canons d'une certaine rigueur. Mais tout à l'heure, vous aviez l'air d'être très dubitatif vis-à-vis des systèmes de labellisation de l'information. Or, ce que vous venez de décrire, c'est une labellisation non pas de l'information, mais du système de production de l'information. Oui, c'est différent. C'est très différent. Mais du coup, vous privilégieriez un tel système de compliance, finalement, et vis-à-vis d'un certain nombre de principes fondateur, oui, sans labelliser l'information elle-même, sans dire ceci est vrai, ceci est vrai. Oui, pour plusieurs raisons, mais l'une d'entre elles, c'est que d'abord, il y a l'analogie avec les sciences, justement, parce que l'histoire des sciences, elle montre aussi que toute idée neuve est vraie, à commencer par être férocement combattue. On a brûlé Giordano Bruno, Donc, en fait, si vous faites juste un consensus sur les faits, aucune idée, aucune révélation n'aura droit de citer. Deuxièmement, c'est un puissant faux. Vous savez, un jour, vous vous rappelez, il y a 3-4 ans, il y avait eu un article de La Croix qui disait, mon Dieu, avec un sondage qui disait, mon Dieu, c'est horrible, les Français sont tous complotistes. Et ce qui m'avait frappé, c'est que certes, les gens avaient voté pour des affirmations complotistes, genre un petit groupe secret dirige secrètement le monde. Et en fait, si on avait formulé légèrement différemment et demandé s'il n'y avait pas une oligarchie internationale qui avait trop de pouvoir, la sentence n'était pas si fausse, quoi. Après, il disait que l'industrie pharmaceutique fait des expériences horribles sur les gens. C'est pas tout à fait vrai, sauf parfois en Afrique, et sauf que. Donc, on peut assez vite qualifier de complotiste une phrase juste parce qu'elle est un peu mal formulée ou parce qu'elle est formulée avec des accents un peu. Mais ça veut dire, à contrario, que toutes les entreprises de fact-checking de la part des médias sont vouées à être elles-mêmes un peu tendancieuses ou vouées à l'échec. Oui, en tout cas, elles ne servent pas à grand-chose, je pense. C'est ça. L'autre chose qui est frappante, alors moi, je me tape en plus dans mes responsabilités. Quand j'analyse les campagnes étrangères, je les vois, les trolls russes. De toute façon, ils cherchent pas la vérité. Oui, bien sûr. Ils cherchent à faire mal à l'adversaire. C'est comme. J'ai participé à certaines campagnes présidentielles dans des équipes de web campagne. Pendant le dernier mois d'une campagne, les militants, ils ne cherchent plus si c'est vrai ou faux, ils cherchent ce qui fait mal, quoi. Et si une rumeur flambe, ils la propagent sans demander une seconde si elle est vraie ou fausse. Là, on a des gens qui sont constamment dans le dernier mois d'une campagne présidentielle. Donc, je ne dis pas que c'est complètement sans mérite, parce que, enfin, par exemple, quelque chose qui serait peut-être plus utile, c'est une conversation que j'avais eue avec Ben Mimo, qui a respecté. C'est de temps en temps de démonter pédagogiquement, c'est pas de dire ça c'est vrai ou faux, mais c'est de démonter toute une opération. Voilà ce qui s'est passé, voilà à quel moment ça a été amplifié, est-ce que c'est à cause de l'algorithme ou à cause de trolls russes, ou parce que ça a télescopé une autre, enfin de faire des espèces de monographies pour que les gens commencent à voir comment ça marche. Ça je pense qu'on ne fait pas assez, il y a peut-être un petit chemin là. J'ai une question. Dans votre position, vous devez bien voir, sentir les sujets de consensus entre les pays européens, par exemple, et même entre pays européens, Europe, États-Unis.
Est-ce que vous pouvez, grosso modo, dire s'il y a du consensus, s'il y a une volonté de mettre en œuvre des solutions communes, sachant que les frontières nationales ne sont quand même pas très propices dans ces domaines-là à prendre des mesures utiles. Et puis, deuxième sujet, sur plus particulièrement la lutte contre les ingérences étrangères, est-ce qu'il y a des débuts de solutions qui se dessinent au niveau européen, technique, juridique, etc. Vous allez faire quoi du film? Il sera mis en ligne. Ah, bon, ouais. Oui, ok. Je vais répondre, mais avec un mot très policier. Je commence par la deuxième question. Les ingérences étrangères, elles sont d'abord extrêmement variées, extrêmement créatives. Enfin, incroyables. Je ne sais pas si vous avez eu le vent, et ce que je dis là, on est filmé, c'est pas secret. On a découvert par exemple un jour des faux comptes qui soutenaient la campagne Macron de manière bizarre et excessive, et par ailleurs plein de fautes d'orthographe et antisémites. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi les trolls russes soutiennent Macron? Et puis en fait, le but de l'opération, tout d'un coup, on a vu fleurir la rumeur selon laquelle le président avait ouvert des fermes à trolls en Afrique, puis les faux comptes ont fermé. En fait, là, ils avaient prépositionné pour les fabricants du futur. Et puis c'est sa conviction donnant le sentiment qu'on avait des fermes à trolls en Afrique, ce qui pourrait servir un jour en cas de coup d'État et tout ça, à dire mais tout le monde le sait, c'est une autorité publique. Regardez, il y a 10 ans déjà, on avait des preuves. Donc ça peut aller jusque-là, dans la sophistication. Ça peut être aussi un matériel de synthèse, fake, et ça peut être aussi, je l'ai dit, 10 000 chatbots qui se mettent à murmurer des trucs à l'oreille des gens. Ça peut être. Le plus efficace, ça reste quand même d'amplifier des rumeurs. Vous avez vu, la DGSE a dénoncé le fait que les rumeurs sur les punaises de lit avaient été amplifiées délibérément par les Russes. Donc, on ne peut pas avoir une protection sûre, mais je crois qu'on a appris à détecter, à avoir des gens aguerris qui quand même font la différence entre l'opposition politique quand elle tape sur la ceinture et une vraie opération étrangère massive, artificielle et hostile, et à faire circuler l'information en interministériel et à décider sereinement et dans le dialogue interministériel qui répond et quel genre de réponse. Parce que parfois, il suffit que l'ambassadeur dans le pays aille voir le ministre et lui dise vous arrêtez tout de suite, on vous a vu. Parfois, il faut démentir, parfois, il faut publier la preuve que je sais pas, tel ou tel prétendu panafricain reçoit tous les mois une valise de billets. C'est arrivé et on a partagé des preuves. Donc, à la fois détecter sans s'énerver dès que quelqu'un a l'air excessif et hostile, et débattre entre nous pour trouver des réponses qu'on estime appropriées, peut-être qu'on se trompe. Moi, je trouve qu'en 3 ans, le niveau de culture générale a progressé et que c'est déjà une bonne nouvelle. Après tout, vous savez, dans les années 70, la Chine finançait des feuilles de chou maoïstes à tour de bras pour pousser des mots qui étaient aussi des fake news et de la désinformation. On a su vivre avec. C'est pas forcément une survie. Il peut y avoir on peut tolérer une parole hostile. C'est pas grave. Sur les points de consensus, je pense quand même qu'il y a un consensus maintenant fort en Europe qu'on ne peut pas laisser la sphère informationnelle entre les mains de cet oligopole et de son business model d'économie de l'attention qui rend les gens fous. Ça, je pense que c'est partagé vraiment dans toute l'Europe. Je pense que c'est partagé avec une grosse partie de la classe politique et des intellectuels américains, et ça n'est pas disciple du Parlement américain. Donc, les gens nous disent, vous avez raison, continuez, mais nous, on ne pourra pas vous soutenir publiquement. Et il y a probablement plein de raisons aussi, on a une politique américaine, incluant le rôle de l'argent privé dans les campagnes électorales. C'est pas la seule chose. Et puis, bien sûr, une manière de penser le First Amendment qui, à mon avis, a dévié. Tu sais, je me dis parfois, c'est personnel, hein, le First Amendment, au début, c'est fait pour protéger des héros, des gens qui ont le courage d'aller dire publiquement des choses qui dérangent. C'est pas fait pour protéger des multimilliardaires qui veulent gagner encore 100 milliards de plus. Et c'est pas un droit à l'audience, c'est la garantie qu'on va pas être jeté en prison et torturé si on dit des choses qui dérangent. C'est pas le droit d'avoir 1 milliard de followers.
c'est une protection des gens courageux. C'est pas une sorte de droit positif à ce que tout le monde nous écoute. Et il y a une sorte de dérive, je trouve. Et ça pèse, parce que c'est le berceau de ces entreprises-là. Ça pèse parce que on a beau dire, mais quand on veut réguler trop loin de leur cadre, on finit par avoir des retours de flamme géopolitiques. Parce que, comme je dis, les démocraties sont déjà minoritaires, donc si en plus elles se divisent entre elles, c'est plus grand-chose. Donc ça reste une épine dans le pied, c'est une mécompréhension. En fait, vous devriez faire une session d'audition et inviter des professeurs du Berkman Center, de Stanford, à débattre avec vous. Et sans doute ceux-là, ils seraient plus proches des Européens. Et justement, j'allais poursuivre sur la question du premier amendement, parce que de fait, l'interprétation du premier amendement depuis quelques dizaines d'années, ça va en se renforçant, explique en partie l'explosion de la démocratie américaine. Au niveau, si on regarde sur un plan plus géopolitique, il y a un professeur de la London School of Economics, Damian Torbini, qui a fait tout un bouquin qui est sur le fait qu'il y a effectivement une espèce de tectonique des plaques entre une vision premier amendement, et même s'il y a quelques intellectuels qui commencent à comprendre que là, il y a une forme d'impasse, effectivement, ça n'est pas propagé dans l'espace public américain. Et de toute façon, ça n'est pas encore la position, même s'il y a des débats entre le State Department, la Maison-Blanche, etc. Mais enfin, là-dessus, personne ne traite encore le sujet. Et puis, il y a un bloc législatif américain qui est très solide. Et puis, en face, il y a une vision plus continentale, européenne, et qui rivalise un peu au plan international. Et puis après, il y a un bloc asiatique. Et puis, il y a un bloc asiatique qui est par nature pour nous plus difficile à comprendre. Oui, enfin, si, moi je trouve on peut le dire, j'ai testé, on ne m'a pas démenti, on peut dire avec respect que dans un monde un peu compulsérant, l'ordre social est plus important que le droit individuel. Et même certains le trouvent un peu grossier, mal élevé, adolescent, immature. Et je dis pas, enfin, moi je suis européen, mais il peut y avoir un point de vue, là je dis asiatique, hein, j'ai pas de dictature. Oui, mais il peut y avoir des logiques de responsabilité, de droit et de devoir sans justifier le pouvoir du Parti communiste chinois. Voilà. C'est clair. Mais qu'est-ce qui, là, dans les instances internationales, tout à l'heure, ONU, UNESCO, OCDE, etc., quelles sont les modalités de cette tectonique des plaques et qu'est-ce qui fait que la vision européenne peut s'imposer? Parce qu'il y a un besoin qu'elle s'impose, sinon, comme les entreprises sont quand même essentiellement américaines, à la fin, ce qui l'emporte, c'est quand même plutôt la logique premier amendement aujourd'hui. Oui, ben là, je suis aussi un peu pessimiste parce que bon, ça n'a échappé à personne. Le monde, je ne sais pas combien de temps, si c'est 10 ou 15 ans, il s'est polarisé, il s'est radicalisé, il s'est conflictualisé. Et quand je vais à des débats sur ces sujets-là, ces débats sont souvent eux-mêmes un peu instrumentalisés. C'est-à-dire, c'est fait pour dénoncer l'horrible propagande russe, c'est fait pour, au contraire, dire mais vous en faites aussi, mais elle est plus soft et plus maline. Et je ne trouve pas beaucoup d'endroits où on réfléchit à le nouvel ordre du monde dont on a besoin, parce que finalement, les gens vont tous s'exprimer, ça c'est irréversible. Il y aura beaucoup plus d'opinions. Et on aura quand même besoin d'une modalité d'accès pour ça provisoirement le vrai, en tout cas des gens qui, au moins au résultat de travail de gens qui cherchent la vérité, disons-le comme ça. Et puis, ces entreprises ne peuvent pas être analysées. Donc, on a bien raison de ne plus les analyser seulement comme des hosting services, mais ce n'est pas non plus des médias. Et j'ai vu que c'était une de vos questions, elle m'a frappé. Je ne considère pas comme une entreprise d'information, du tout. C'est une entreprise d'entertainment, qui vont là où ça excite. Ils l'assument, c'est assumé. Donc, on a besoin de repenser une espèce d'avoir quelques certitudes, quoi. Aussi fortes que cette décision de la Cour suprême qui disait le droit du citoyen d'accéder à une infraction de qualité est supérieur au droit de dire n'importe quoi. On n'a plus ce genre de certitude, quoi. Par exemple, j'ai vu avec plaisir qu'une de vos questions aussi, et ça j'y crois passionnément, c'est qu'il y a un droit à la controverse. On devrait avoir un droit fondamental de rencontrer des gens pas comme nous. Ça devrait être une liberté fondamentale. Parce que c'est ça le terreau de la démocratie. C'est la controverse qui se résout pacifiquement. Ça, par exemple, on vient
la question, qu'est-ce qu'on peut vraiment implémenter concrètement? Une ferme doctrine des algorithmes, ça ne me semble pas impensable. Dire, faites comme vous voulez, mais les gens doivent accéder à plusieurs opinions. Et on fera des tests à l'aveugle et on vérifiera si les gens accèdent à plusieurs opinions. C'est ni dingue, ni tyrannique, ni difficile techniquement, et ça peut se vérifier. On a un problème de créativité. Enfin, pour moi, aujourd'hui, avant de. Enfin, si on n'est pas plus radicaux, si on n'est pas plus fort, c'est aussi qu'on ne sait pas. Parce qu'on manque de concept. Ce n'est pas le point d'arrivée qu'on cherche. Donc, et c'est pas moi qui vais l'inventer. Peut-être vous un peu plus, mais probablement pas définitivement. Voilà. Mais en même temps, vous savez, dans l'histoire, il y a des moments comme ça, et puis il y a des débats intenses et tout, puis des consensus émergent. On est à un de ces moments-là, je pense. Et puisque j'ai dit que c'était une question d'équilibre global du système médiatique, quand on regarde l'histoire du système médiatique sur le long terme, il y a des moments comme ça où il se stabilise autour de quelque chose, et puis tout d'un coup, tout est explosé, parce que souvent, c'est parce qu'il y a une rupture technologique et des entrepreneurs qui s'en emparent. Et puis après, on resécrète un équilibre provisoire, et puis ça réexplose. Alors, Maxence, tu as d'autres questions? Non, non, moi je voulais juste interroger en question. On entend beaucoup que, voilà, pour que nos réponses soient à la fois fines, que nos sociétés trouvent des solutions intelligentes pour réagir, peut-être pour faire de la veille, pour analyser, comprendre tout ce qui est nécessaire pour apporter des réponses. Vous l'avez dit, il faut que la société civile s'en empare, fasse partie de la réponse, on est face à la résilience finalement de l'ensemble. Ça ne va pas être simplement les autorités publiques, l'État, la recherche, les institutions qui s'en chargent. Il ne faut pas s'en remettre aux institutions, que ce soit collectif. Est-ce que, et donc évidemment, la première solution que l'on donne souvent, c'est qu'il faut renforcer l'éducation à l'information, à la désinformation, à la manipulation, en faisant des cas pédagogiques, comme vous l'avez dit. Bon, mais ça, c'est des. Voilà, on dit toujours, on brasse toujours ces mêmes idées, mais comment on rentre dans le concret, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, ma question rejoignait un peu ce que tu dis. Est-ce qu'il y a des cas où ça fonctionne dans les pays? Très bonne question, effectivement. Effectivement, je pense qu'on serait tous d'accord que moins les États s'en mêlent, mieux on se porte. Plus les gens sont lucides, éduqués, attentifs, mieux on se porte. Moi, j'avais vu un programme, ça mériterait d'aller voir, en Finlande, où apparemment, ils avaient décidé de préparer leur population à la désinformation. Ils ont grosse frontière avec la Russie et une partie russophone. Et au lieu de faire 4 heures d'éducation aux médias au collège, je ne sais pas quoi, ils ont changé les programmes pour que tous les profs contribuent à un niveau de awareness, si je puis dire. Par exemple, en cours de maths, on avait un module sur comment on peut mentir avec des statistiques. En cours d'histoire de l'art, sur comment, en changeant le cadre d'une photo, on change le sens. En cours d'histoire tout court, sur la propagande stalinienne. Et donc, tous les profs contribuaient à fabriquer des citoyens un peu plus avertis. Donc ça serait super intéressant d'aller voir. Je veux dire, si vous souhaitez aller jeter un coup d'œil, on peut mobiliser l'ambassade là-bas, préparer une visite, ou un call, ou un échange. Je crois que ça pourrait être vraiment utile. Je crois qu'en Estonie, c'est pas mal non plus. On a un peu les mêmes raisons géopolitiques. Donc oui, on peut faire des choses. Après, moi, je suis quand même fatigué du monde, mais c'est personnel, ça m'engage que moi. Face à tous ces grands problèmes globaux et systémiques, on dit que c'est la faute des gens et qu'ils n'ont qu'à faire pipi sous la douche pour lutter contre le changement global. Il y a aussi des questions systémiques quand même. Et après tout, j'ai peut-être le droit aussi d'être un citoyen pas concerné, qui n'a pas envie de devenir Sherlock Holmes, de vérifier, chaque fois qu'on dit quelque chose. Mais bon, ça fait, comme ça les émanciperait, les gens qui sont éduqueront, ça c'est bien. Après, vous avez dit on ne peut pas s'appuyer sur les institutions, mais déjà, ce serait quand même bien qu'on puisse. Enfin, vous avez dit on ne peut pas s'appuyer seulement sur les institutions. Peut-être qu'il y a quand même un autre chapitre. Voilà, ça serait bien qu'on puisse quand même s'appuyer un peu sur les institutions. On a quand même un vrai problème. C'est l'accès de la recherche, et notamment de la recherche publique, aux données fondamentales sur les algos, sur les data, sur les conséquences des algos. Aujourd'hui, alors, le DSA dit qu'il va créer un cadre permettant à des chercheurs labellisés d'accéder prioritairement aux données des réseaux sociaux, mais ça n'a pas encore été mis en œuvre. Il faut voir comment ça va être mis en œuvre, il faut voir qui les labellise, comment, selon quels critères, c'est quoi la définition d'un chercheur, est-ce que les boîtes vont coopérer loyalement ou
ou moins loyalement. Moi, j'ai souvenir d'une amie qui m'a parlé de, elle va se reconnaître, elle verra la vidéo, qui a témoigné devant les investigations du rapport Muller et a reçu un mail du réseau social dont elle avait parlé, disant si tu continues à dire qu'il y a eu des manipulations chez nous, on te coupe l'accès au net. Et peut-être il y a quelque chose que les États généraux pourraient promouvoir. Il y a un champ de recherche fascinant en ce moment qui est autour du confidential computing. Est-ce qu'on pourrait fouiller les données sans les importer? Est-ce qu'on pourrait éduquer des modèles sans manipuler soi-même des données personnelles? Est-ce qu'on pourrait garantir des sécurités fondamentales tout en permettant de la recherche? Et là, il faut de la recherche, il faut des technologies, il faut des API, il faut des... Il y a de très beaux travaux à l'Oxford Internet Institute. Nous, on a fait des choses au sein du Research Call avec eux, mais seulement pour détecter des terroristes et des processus de radicalisation terroristes. On n'a pas élargi. Après, ça devrait être là aussi une liberté fondamentale, mais de nos sociétés et de nos démocraties. On a besoin que les sciences cognitives, que la sociologie, que l'économie des médias, que puissent travailler, puissent comprendre ce qui se passe. Vous pourriez nous envoyer les références de ce dont vous venez de parler? Oui, Ce serait très utile. Mais on voit l'idée générale. Si je vous donne toutes les données de Facebook, je dévoile leur secret industriel, la vie privée de tous leurs utilisateurs. Je vais mettre ça en open data pour la recherche. Mais si on dit, on conçoit un protocole expérimental et tu envoies tes données, enfin tu envoies tes algos dans un data lake, tu ne pourras jamais consulter en tant que tel. Tu récupères tes algos et tu prends juste le résultat. C'est pas impossible. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des travaux là-dessus. On est vu en Inde aussi. Donc ça, par exemple, peut-être un plaidoyer pour... je disais qu'il faut des concepts. Il y a un droit fondamental de nos sociétés de comprendre ce qui se passe. Ça, c'est fondamental. Aujourd'hui, ni les sciences cognitives, ni la sociologie, ni l'économie des médias ne peuvent vraiment analyser ce qui se passe. C'est embêtant. Et la transparence des algorithmes n'est pas une solution. Ça, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus. J'ai fait 10 ans d'open data. Tant qu'on ne les joue pas sur des données réelles, on ne sait pas ce qu'ils produisent. Pas juste auditer un algorithme et comprendre ce qu'il va produire. Même Facebook ne sait pas ce que produit ces algorithmes. En fait, c'est des propriétés émergentes. Je dis souvent, c'est une métaphore. Je peux observer le neurone pendant 1000 ans, je ne vais pas comprendre le cerveau. Je ne peux pas prédire le cerveau. Et je peux observer le cerveau pendant 1000 ans, je ne vais pas prédire la société. Il faut pouvoir analyser les propriétés émergentes. Et pour ça, il faut jouer avec des données réelles. Et ça, j'en suis certain. Outre le fait qu'en plus, 99% des gens ne sauraient pas auditer un algorithme. Et le pourcent restant, ils ne sauraient pas prédire les propriétés émergentes. Donc ça, c'est vital. Si on ne s'organise pas, la science puisse poser des questions qui dérangent, comprendre. Comment vous voulez qu'on fasse de la bonne lutte contre la misinformation, par exemple, si on ne sait pas comment se cristallise une rumeur, pourquoi certaines vont plus vite que d'autres, quelle heure, sur quelles conditions de température et de pression, voilà. Bien, ok. À moins que Laurent Bérard-Quélin ait une question, mais sinon, on va clore ici cette session. J'avais éventuellement une question, mais elle a peut-être été posée avant, donc vous me dites tout de suite si c'est le cas. Sur les algorithmes alternatifs, c'est-à-dire qui seraient mis à disposition des utilisateurs et qui pourraient choisir. À la début de l'intervention de tout à l'heure, il y a eu une proposition de faire un algorithme qui reposerait uniquement sur l'appréciation par les utilisateurs. Et je dois dire que je suis assez sceptique parce que en quoi ça se différencie de ce qui existe aujourd'hui avec les likes, les retweets, c'est exactement la même chose avec les mêmes enfermements et les mêmes biais qui finissent par donner aussi une possibilité d'agir à ceux qui sont mal intentionnés et qui ne se font pas uniquement ça et qui ne mettent pas des likes uniquement parce qu'ils aiment bien ce qu'ils lisent, mais parce qu'ils pensent que c'est ce qu'il faut mettre en avant et ce n'est pas forcément des bonnes informations. Oui, absolument. Moi, je ne crois pas avoir mentionné ça. Et je dois dire que, par exemple, aujourd'hui, les gens ont l'air de penser que les community notes sur Twitter, je ne dirais pas X, mais c'est pas envie, c'est la solution. Et je ne pense pas que ce soit la solution parce que bientôt, les hackers, les trolls vont comprendre qu'on peut hacker les community notes. Mais non, moi, après, j'espère que j'ai raison parce que aujourd'hui, c'est tellement compliqué. Je pense quand même que s'il y avait un pluralisme et qu'on avait le choix,
on jouerait avec l'un, puis avec l'autre, au moins on aurait conscience effectivement de l'impact de l'algorithme. Peut-être que ce serait agréable, peut-être que pendant les vacances d'été, on a envie de se couper un peu avec le boulot et on veut des algorithmes qui parlent plus de littérature et de machin. Et puis quand on retourne au boulot, on veut garder ces systèmes d'alerte et on rechange le système. Non, on a juste dit, mais pas que moi. Enfin, Jacques Dorsey, le premier, Musk l'avait promis, hein, mais il n'a jamais fait. Enfin, on entend dans beaucoup d'endroits sérieux que on devrait avoir la liberté de enlever un algo et en mettre un autre à la place. Et effectivement, si on se sécrète juste avec les notes des gens, c'est le Ça ne changera pas grand-chose. problème qui me gêne, moi, d'un point de vue sociologique, je l'ai mentionné, mais en passant au début, c'est que on est dans un monde multicentral. Il y a toujours eu des radicaux, et c'est très bien. Moi, j'adore lire la littérature situationniste, mais les gens savaient vaguement où était le centre et où était la périphérie. Aujourd'hui, les gens vivent au cœur d'un micro-monde. C'est pour ça que c'est un monde qui sécrète facilement du gourou, c'est un monde qui sécrète facilement une sorte de psychose, l'attaque du Capitole, et c'est un monde dans lequel on peut se radicaliser très vite. Mais on a un exemple, on m'a parlé de la DGSI, une gamine, Cato, Bontin, bourgeoise, professionnelle, tout ce qui s'est radicalisée en 15 jours et qui a poignardé un flic en criant à l'arrêt barre. 15 jours. Ça, c'est pas les années 70. Pour devenir maoïste des années 70, il fallait un itinéraire. Voilà. Donc, cette idée de common knowledge, en fait, de common sense, de savoir quand même où est le barycentre. Je ne sais pas quoi en faire, je ne sais pas comment l'activer, mais elle me semble indispensable. Bon, bah, merci à vous. Non, merci beaucoup. Merci pour ce. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir.